Bonjour, je suis Agarone. La semaine dernière, nous avons entamé, si l'on peut dire, un chapitre assez complexe. Ce sont les 9 muses. Cette semaine, nous nous intéresserons à Clio, la muse de l'histoire. Elle n'est pas la plus représentée dans la peinture, mais elle en hante le fond. Car peindre, c'est fixer un instant, mais aussi créer un lien entre les moments, fabriquer de la mémoire visible. L'histoire chez Clio n'est pas simplement événementielle. Elle est lecture, montage, tension entre oubli et trace. Depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, les peintres ont cherché comment incarner la mémoire sans l'illustrer. Comment faire image avec ce qui se passe et même ce qui passe, disons-le plus logiquement et clairement. 3 voies principales se dégagent. La chronique visuelle, l'historiographie symbolique et le récit critique. Donc, pour commencer, Clio est une part, en tout cas, de la chronique visuelle. Dans les premiers cycles figuratifs, Clio se manifeste sous la forme de la chronique, c'est-à-dire une suite d'images reliant des faits. Elle structure le récit non pas par la parole, mais par l'ordre du regard. Par exemple, Ambrogio Lorenzetti, avec ses effets du bon et du mauvais gouvernement, 1338-1339. Ce n'est pas de l'histoire au sens strict, mais une peinture politique du temps humain, qui donne à voir une société dans sa durée. Clio n'est pas présente comme figure, mais comme organisation du visible. Pour exemple, les vitraux de Chartres, en particulier ceux de l'arbre de Gessé. Chaque image succède à la précédente dans un récit qui construit une généalogie du sacré. Une histoire en images, structurée comme une chronique ascensionnelle. Mais Clio, c'est aussi une historiographie symbolique. À la fin du Moyen Âge, la peinture ne se contente plus de représenter des événements. Elle les interprète. Clio devient alors structure de sens. Elle relie ce qui semble éloigné. Elle fait mythe du réel. Chez Pietro della Francesca, la légende de la vraie croix, vers 1455. Les scènes historiques sont entremêlées de visions religieuses. Le temps est plié. Clio agit ici comme une logique d'interprétation du passé par le sacré.
De manière plus inattendue, on retrouve cette logique chez Giovanni di Paolo, dont le jugement de Saint-Michel, environ 1445, propose une mise en page non pas linéaire du jugement dernier, comme si plusieurs temps se mêlaient dans la même surface. L'histoire n'est plus racontée, elle est condensée. Enfin, Clio, c'est le récit critique. Dans l'époque de la Renaissance, la peinture commence à interroger l'écriture, même l'histoire. Ce n'est plus seulement le passé qui est peint, mais la mémoire du passé, son instabilité. Chez Hans Memling, dans le triptyque du jugement dernier, environ 1470, le spectateur est face à une lecture du temps comme responsabilité. Le passé y est figé, mais juge le présent. Clio devient instance morale. Plus discrètement, dans les marges de certains manuscrits flamands, comme ceux peints par Simon Marmion, de petites scènes historiques cohabitent avec des visions mystiques de lecture finalement du passé. Deux orientations, l'une linéaire, l'autre symbolique. Clio y est une tension. Faut-il raconter ou méditer l'histoire? Mais Clio ne guide pas la main du peintre. Elle traverse le tableau comme un rythme, une volonté d'ordre ou un doute sur la mémoire. Elle permet de peindre l'histoire, non pour l'illustrer, mais pour en éprouver le pouvoir de narration, de répétition ou de perte. Clio ne donne pas de leçons, mais structure le passé comme une manière à regarder. Elle pose une question toujours ouverte. Comment la peinture peut-elle donner une forme à ce qui n'est plus sans le figer? À la semaine prochaine, et d'ici là, je vous dis, soyez heureux en peinture.